Bonsoir à tous. Comme tous les lundis et mercredis, on se retrouve dans le cadre de Etoudi 2018 pour vous permettre de vivre la présidentielle camerounaise. Chaque fois, le long en large, on fouille dans les programmes des candidats afin de vous permettre d'exercer votre droit de vote en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, on fouille dans les propositions économiques des candidats et aucun d'entre eux ne manque d'ingéniosité pour sortir le Cameroun du marasme économique dans lequel il se trouve. Pour en parler, mon invité aujourd'hui est Christian Penda Ekoka. Cet économiste chevronnier est par ailleurs président de la République du Cameroun. Le président de la République, à qui il conseille d'ailleurs de ne pas se représenter pour ce 7e mandat, et il vient dans ce sens-là de lancer le mouvement Agir. Mais avant de retrouver Christian Penda Ekoka, je vous laisse tout de suite découvrir le condensé des propositions économiques des candidats en lice pour cette présidentielle camerounaise. Il est réalisé par Amel Tamba et Ayoub Mba Smith. En ce qui concerne le mouvement pour la renaissance du Cameroun du professeur Maurice Kamto, l'idée est de faire du Cameroun le lion économique de l'Afrique. Il s'agit de situer la croissance entre 8 et 12% au cours des 2 prochaines décennies, loin du taux actuel qui s'évalue autour des 2,5%. Toute la stratégie du décollage économique du Cameroun est résumée dans ce que Maurice Kamto rappelle le plan national pour la croissance et le développement. Il consacre une place de choix au développement technologique, mais aussi à l'énergie et dit vouloir privilégier l'hydroélectricité en mettant en œuvre la construction de petits barrages dans chaque zone où l'hydrologie le permet. Un fonds souverain sera mis au service de l'investissement pour permettre aux entreprises nationales de se protéger et de se développer. Maurice Kamto compte porter la semaine de travail à 50 heures en fonction des branches et des périodes d'activité. En ce qui concerne l'agriculture, il parle de la mécanisation afin de diminuer la pénibilité du travail des agriculteurs. Il promet aussi de mettre sur pied des agropoles spécialisés suivant les bassins de production. Le candidat du Front populaire pour le développement souhaite ainsi créer une agence gouvernementale chargée d'évaluer la performance des entreprises publiques et des investissements publics. La gestion des ressources naturelles est également une préoccupation chez Akere Mouna, qui souhaite créer l'autorité indépendante de gestion des ressources naturelles qui promet transparente. Pour permettre une croissance économique durable, celui qui est porté par le mouvement NAO prévoit de réduire les nombres et types de taxes, les taxes et impôts dont la collecte sera dématérialisée et décentralisée. Akere Mouna promet en outre de promulguer une loi pour imposer un quota minimum pour les femmes et les jeunes dans les conseils d'administration. Le port de Douala sera ouvert 24 heures sur 24. Dans les réformes économiques de Joshua Oshi, l'agriculture aussi occupe une place de choix. 10% du budget national y seront affectés. La loi d'orientation agricole annoncée par le candidat du SCF vise la création de 5000 agrobusiness jeunes par an sur l'ensemble du territoire dès la 3e année de son mandat. L'on annonce aussi le développement d'une banque agricole dotée d'un fonds de 10 milliards par an sur 5 ans pour l'aide à l'insertion des jeunes agriculteurs formés entre autres. Joshua Oshi promet aussi de revaloriser le SMIC à 160 000 francs CFA sur une période de 5 ans. Il compte pour ce fait développer les industries de matériaux, ferroviaires et pharmaceutiques. Serge Espoir Matomba parle également de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Il compte ainsi mettre sur pied plusieurs instruments dont la déduction fiscale, l'amélioration des performances des entreprises publiques. Le PUS voudrait à terme avoir un nombre d'entrepreneurs locaux suffisamment représentatifs dans les domaines. Le PUS espère créer 5 millions d'emplois sur un mandat et annonce lui aussi l'informatisation de tout le système fiscal pour éviter tout contact entre les agents des impôts et le contribuable. Dans ses actions diverses de la politique économique, Serge Espoir Matomba compte reformer le système bancaire, favoriser les échanges avec le Nigeria et la CEMAC, susciter et orienter la capacité et les opportunités financières de la diaspora camerounaise. Améliorer le système de rémunération de motivation des agents publics tout en rééquilibrant le budget entre l'investissement et le fonctionnement. La numérisation du service public est annoncée tout comme la réduction de la pression fiscale en instituant un meilleur système de collecte. Cabral Libi permet aussi d'accompagner l'investissement à travers des facilitations fiscales pour les petites et moyennes entreprises au cours de leurs premières années d'existence.
Très peu connu de la scène politique au Cameroun, le candidat Franklin Difo Afenwin lui aussi propose des solutions pour restructurer l'économie camerounaise. Il pense d'ailleurs qu'il est temps que le Cameroun puisse évidemment profiter de ses richesses et que cela soit exploité localement au bénéfice des populations camerounaises. Il compte pour ce faire initier un vaste plan d'industrialisation adossé sur l'amélioration du climat des affaires. Pour ce qui est de l'infrastructure routière, le candidat du mouvement citoyen national du Cameroun parle d'amener un Cameroun nouveau fait d'autoroutes de part et d'autre et des péages modernes par exemple. Voilà ainsi présenté, Annie, les différentes propositions des différents candidats dans le chapitre économique, quitte alors aux électeurs de faire le bon choix afin de promouvoir justement le projet économique le plus viable et le plus sérieux le 7 octobre prochain. Comme je vous l'ai annoncé en ouverture de cette émission, mon invité est bel et bien Christian Penda Ekoka. Il est économiste et conseiller du président de la République du Cameroun et membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Aujourd'hui, on le reçoit en première partie pour discuter avec lui des propositions économiques des candidats à cette élection présidentielle. Et en deuxième partie, on va parler du mouvement Agir qu'il vient de lancer parce que ce conseiller du président de la République estime aujourd'hui que les choses ne vont pas bien et selon ses prises de position, il ne va pas soutenir le candidat Paul Biya qui se jette ainsi pour un 7e mandat, à la conquête d'un 7e mandat. Bonsoir, M. Penda Ekoka. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci. Alors, tout à l'heure, on a regardé les propositions des candidats en ce qui concerne le domaine économique. On ne va pas tous les analyser, mais quelques points qui ont retenu notre attention, on va essayer d'en parler. Commençons par Maurice Kamto, dont la proposition a été la première à être présentée dans cet élément de nos collègues. Il parle de situer la croissance du Cameroun aujourd'hui, la croissance économique, entre 8 et 12%, en estimant que ça tourne autour de 3, selon nos recherches, autour de 3 à 5%, ce qui a été même plombé avec la crise économique de ces 2 dernières années. Pour vous, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de passer à 2 chiffres en ce qui concerne la croissance du Cameroun? Disons que c'est possible. Pourquoi? Déjà, il doit avoir ça, les 8 à 12% comme point de mire. Simplement parce que c'est la condition nécessaire pour atteindre véritablement l'émergence. Pour espérer même doubler le revenu par habitant du Cameroun qui est aujourd'hui autour de $1 200, $1 300 et qui stagne. Et qui étonne tous les observateurs de l'économie du Cameroun. C'est ça. Pourquoi ça étonne? Parce qu'il y a un grand paradoxe entre le potentiel que ce pays a, n'est-ce pas, et le fait que la réalité, il génère $1 200 de revenus par habitant. Et vous aviez en 2001 41% de la population qui vivait en deçà du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire de $1 par habitant par jour. Vous tombez aujourd'hui à peu près à, on va dire 41, on va dire à peu près à 32%. Vous avez fait un effort de 9 points que vous avez réduit, n'est-ce pas, aujourd'hui. Mais en réalité, avec une population qui a augmenté, le nombre de pauvres a augmenté. Vous voyez? Voilà. Et même si vous regardez les scénarios du document de stratégie pour la croissance qui est en cours, à l'emploi, qui est en cours, qui est en fait le document de référence, n'est-ce pas, de politique économique du Cameroun. Exactement. Vous allez vous rendre compte que dans ce document, le scénario de base, c'est-à-dire le scénario de base est de pratiquement 6%. D'accord? Et dans ce scénario de 6%, ils disent il y a un autre scénario volontariste. Si on veut appliquer le scénario volontariste qui part de 2016 à 2020. C'est-à-dire nous sommes en plein là-dedans. Et dans cette période de 2016 à 2020, nous devions être pratiquement à 9,6%. Donc quand vous regardez ces deux références et que vous vous rendiez compte que sur on va dire de 2012 à 2017, sur les 5 ans, n'est-ce pas, qui sont en train de se passer, la croissance est en train de tomber. Elle a été en moyenne de l'ordre de 4,9% sur la période 2012-2016 et elle est tombée en 2017 à 3,5%. N'est-ce pas? Exactement. Et si cette tendance ne se redresse pas, vous voyez bien qu'on va avoir des problèmes. Donc tout candidat qui vient dans ces conditions a intérêt à s'intéresser à ce taux de croissance parce qu'il va avoir une corrélation entre ce taux de croissance, n'est-ce pas, et la dynamique de prospérité du pays. Mais il y a d'autres choses auxquelles il faut intéresser une fois qu'on l'a dit. Parce qu'il y a des croissances qui ne sont pas inclusives. Exactement. Il y a des croissances qui ne sont pas inclusives. On a le cas de certains pays africains aujourd'hui d'ailleurs qui ont des très bons chiffres en termes de croissance, mais les populations se plaignent de ne pas les ressentir. Exactement, vous avez raison. Et c'est pourquoi, et la chose est très simple. C'est lorsque, par exemple, vous faites vos projets structurants, vos projets de stade, vous construisez un stade, vous vous endettez et on fait venir les préfabriqués
pour les monter sur place, n'est-ce pas? Ça ne crée pas de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre ces projets, il n'y a pas de lien entre ce projet et l'économie locale. Donc vous n'avez pas maximisé, n'est-ce pas, le contenu local dans ces projets, ni par la sous-traitance, ni par la co-traitance, ni par l'implication des écoles d'ingénieurs dans ces projets. Et là, vous allez avoir, soi-disant, un investissement, mais cet investissement ne produira pas des effets locaux. Porter la semaine de travail à 50 heures, elle est officiellement entre 40 et 44 selon les domaines au Cameroun aujourd'hui. Est-ce qu'il faut une révolution sur les heures de travail au Cameroun? Vous avez l'impression qu'on travaille moins? Qu'il faut travailler plus d'heures? Non, j'ai plus l'impression que c'est la qualité du travail qui compte à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut améliorer la qualité du travail. Vous voyez, par exemple, quand vous dans l'administration judiciaire, par exemple, pour prendre ce cas-là, il y a des moments où les gens veulent écrire une grosse, on recommence. Et pour faire une grosse de justice, ça va prendre du temps. Alors que quand ce format de grosse sera déjà enregistré, la personne qui devra faire la grosse, n'est-ce pas, sortira simplement le formatage. Et après, elle remplira la grosse, et puis quand ça remplit, ça le fait. Et puis, c'est signé, et puis on stocke l'image numérisée, n'est-ce pas? Et moi, j'ai eu des situations, on va vous dire que non, la grosse est perdue. Ou le procès verbal est perdu. Exactement. Ah ben ok, ils diront plus ça. Parce que bon, c'est perdu, c'est très bien, mais on peut appuyer, n'est-ce pas, le dossier, et puis on retrouve ça. Les arrêts, les verdicts, tout cela vont être numérisés. Donc rien que la numérisation, n'est-ce pas, du système judiciaire vous fait gagner en temps. Et puis tous les magistrats du Cameroun, toutes les cours, tous les tribunaux du Cameroun seront connectés à un serveur, de manière que même si le gars est à Ngouloumakong, ou l'autre qui est à Molundu, et l'autre qui est à Guidère, s'il veut avoir accès à un arrêt ou à une quelconque décision de justice, il suffit de taper, ça ressort. Et il peut regarder. S'il veut même consulter un certain nombre de documents, il le fait. Donc vous voyez, rien que les TIC améliorent la manière dont vous travaillez et nous font gagner en temps. Mise en place d'un dispositif de soutien aux entreprises chez Akeremouna. Cette proposition, je l'ai mise en commentaire parce qu'elle existe déjà, par exemple, Banque des PME. Il y a un certain nombre de réunions, de consortiums qui sont organisés, de cadres de réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut aider les PME à créer plus de richesses et à ne pas croupir sous le poids des impôts, des procédures administratives lourdes. Mais on a toujours l'impression que ça n'avance pas comme il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Pendaïkoka, sur ce point précis? Alors, sur ce point, par exemple, vous avez, chez nous, c'est la proposition en fait concerne l'environnement des affaires. Vous voyez, cette structure qu'on appelle le Cameroun Business Forum. Exactement. Bon, présidé par le Premier ministre du Cameroun, d'ailleurs. Exactement. Bon, je suis obligé de répéter des choses que j'ai déjà dites, mais je pense que c'est pour l'information. En fait, j'avais gagné ce marché. C'est le même marché que j'avais gagné avec la Banque mondiale et la Société financière internationale pour créer le Cameroun Business Forum et améliorer le mécanisme de dialogue entre le secteur public et le secteur privé, avec pour objectif d'améliorer l'environnement des affaires. Parce que quand vous demandez aux hommes d'affaires, une enquête a été faite qui demandait aux hommes d'affaires qu'est-ce qu'il fallait améliorer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui était vraiment un obstacle dans leur environnement d'affaires, la conduite de leurs affaires? Premier point, c'était les impôts, c'est-à-dire la complexité du système fiscal. Deuxième point, vous voyez, vous aviez des problèmes au niveau des tracasseries administratives. Troisième point, vous aviez... Non, je pense que le deuxième point, c'était même l'offre énergétique, c'est-à-dire les problèmes d'énergie. Troisième point, les tracasseries administratives. Ensuite, vous avez les problèmes de financement. Je m'attendais à voir la corruption là-dedans, mais pour les hommes d'affaires, la corruption venait plutôt peut-être vers le 6e niveau. Naturellement, parce que peut-être eux ne font pas la corrélation entre la corruption, n'est-ce pas, et les lourdeurs administratives. Parce que si quelqu'un attend un retour sur votre dossier, il va le classer. Exactement. Il ne va pas le faire avancer. Ou alors parce que nous aimons bien ça. Quand on a soudoyé quelqu'un et qu'on a obtenu son service, on s'en va rester dans son coin. Ce qu'il y a de malheureux chez nous, c'est que les hommes d'affaires vont en rang dispersé. Exactement. Une fois que chacun, comme vous le savez, a obtenu son petit avantage, sa petite rente, son petit privilège, il s'en va et reste dans son coin. Le collectif ne compte plus, l'intérêt commun ne compte pas. Ils ne savent même pas faire un intérêt de groupe. N'est-ce pas? Même si vous faites le Ndjangi, il vaut mieux aller négocier comme les membres d'un Ndjangi que d'aller négocier individuellement. Parce que là, vous faites pression. Même ça, ils n'arrivent pas à faire un front uni, ne serait-ce que pour la défense de l'entreprise. C'est un sujet qui est important parce qu'on a vu justement que le patronat, l'une des plus grandes organisations patronales au Cameroun, veut faire des propositions, poser ses exigences aux différents candidats à cette élection. Mais est-ce que ça reste objectif une fois que le président même de cette organisation... Vous avez vu ça où?
Il a été annoncé qu'ils vont le faire. Mais vous les avez vus? Ça va arriver. Mais si ça ne sort la pas, question, c'est que le président de cette organisation, son nom figure dans l'équipe de campagne d'un des candidats en liste. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'à ce moment-là, le patronat peut vraiment parler d'une voix neutre? Mais c'est bien collectif? C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est bien de cela qu'il s'agit. Je suis en train de vous dire que nous avons des problèmes structurels qui sont quand même extraordinaires parce que vous vous mettez même en position de vous neutraliser vous-même. Vous vous mettez en position de vous neutraliser vous-même. Mais là, ce que vous ne dites pas, dans quel pays du monde vous avez vu que le président d'une chambre consulaire est nommé par décret? À votre avis, l'agriculture aujourd'hui au Cameroun, chaque fois on dit qu'on a un grand potentiel, ce n'est pas seulement agricole, énergétique et tout ça, mais on a des candidats justement qui ont insisté beaucoup sur le point de l'agriculture. Maurice Kamto qui compte créer, je crois, près de 5 millions d'emplois. Joshua Ozi qui promet 10% du budget qui sera accordé à l'agriculture. Pour le moment, il est de 4. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui au régime en place d'augmenter, qu'est-ce qui a empêché d'augmenter ce budget? Puisqu'on a l'aune d'un autre septennat. Pourquoi le budget de l'agriculture ne peut pas passer à 10%? Rien ne l'empêche et je veux dire que vraiment, j'insiste beaucoup sur la façon dont les gens travaillent. Vous avez vu tout à l'heure, j'insistais beaucoup sur la qualité de travail parce qu'elle est liée à l'efficacité. Exactement. Mais si vous utilisez le budget là pour faire les tracteurs de Boloba, vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. C'est-à-dire que vous allez faire des investissements qui ne sont pas pertinents par rapport à ceux dont les gens ont besoin. Ou bien si vous utilisez cet argent pour aller faire un abattoir à Bafang, et pas dans le MIFI où il y a l'élevage, vous ferez votre abattoir à Bafang avec, justement, vous avez augmenté le budget, vous faites l'abattoir à Bafang, mais après, l'abattoir de Bafang va rester oisif exactement comme il est là. Une fois de plus, le chiffre en lui seul ne signifie rien. Non, le chiffre en lui-même ne veut rien dire, ne résout pas le problème. Il faut être très préoccupé par l'impact que les projets peuvent avoir. Parce qu'il y a des moments, ce n'est pas juste une question de volume, ce n'est pas une question, et c'est ce que j'ai souvent dit que, non, si vous avez des feuilles de route avec des indicateurs, je les appelle des indicateurs d'impact. Il faut toujours mesurer s'il y a impact sur les populations. Quand, par exemple, le chef de l'État dit « je veux augmenter le taux d'accès des populations à l'électricité », il y a plusieurs façons de le faire. Mais pourquoi vous choisissez toujours les façons les plus chères et les plus coûteuses? Il y a des façons qui sont très simples. J'expliquais l'autre jour que, par exemple, le réseau de transport aujourd'hui, il y a des pertes qui sont de l'ordre de 30 à 35%, c'est-à-dire les pertes commerciales et les pertes par effet joule. Et il suffit de réduire ces pertes, par exemple de 30-35%, on va dire à 15%, n'est-ce pas? C'est comme si vous veniez de construire une nouvelle centrale thermique, simplement. Mais vous préférez prendre l'option d'aller construire le barrage de Meking, rien que, on va dire quoi, 15 MW, qui était annoncé en 2011 à 25 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, ça a explosé à 100 milliards de francs CFA et ça ne résout aucun problème. Au contraire, c'est de l'argent mal dépensé. Nous avons beaucoup de situations où l'argent est mal dépensé. Et c'est pour ça que vous voyez dans le dernier rapport de la Banque mondiale concernant les dépenses publiques, vous avez là-dedans quelque chose qui est très indicatif de cette situation. Nous dépensons toujours beaucoup plus que les autres ne dépensent dans les infrastructures. Et nous avons toujours des délais, n'est-ce pas, des délais de réalisation beaucoup plus longs. De l'ordre de 5 à 10 ans, n'est-ce pas, dans quelque chose qui devait prendre 3 à 4 ans. C'est une façon, vous avez l'expérience aujourd'hui avec le deuxième pont sur le bruit, avec d'autres choses que vous avez fait. Donc vous voyez que c'est la manière de travailler. Et cette manière de travailler commence déjà par recourir systématiquement aux appels d'offres. Souvent, on ne recourt pas aux appels d'offres. On donne des marchés de gré à gré, mais un marché qui est donné de gré à gré, madame, marché donné de gré à gré, cela vous prive d'abord de comparer des solutions à la fois techniques, n'est-ce pas, qui puissent exister, et ensuite de comparer les solutions, les propositions financières. Donc, ça vous enlève cette possibilité. Un, d'avoir les meilleures solutions techniques. Deuxièmement, n'est-ce pas, d'avoir des projets qui ne coûtent pas extrêmement cher. Et ça, c'est quand même un problème. Vous voyez. Ensuite, au niveau de la préparation des projets, vous avez vu un moment ici, on a fait un appel à l'épargne. C'était les obligations. On disait à l'époque, je me souviens de la date, ça devait être en 2011, qu'on va faire un appel à l'épargne, une souscription d'obligations de l'État pour 200 milliards de francs CFA. On a souscrit pour 200 milliards de francs CFA. La chose, c'est quoi? Lorsque vous souscrivez 200 milliards de francs CFA, dès que c'est souscrit, l'État commence à payer les intérêts immédiatement. Ce n'est pas comme un prêt bancaire. Un prêt bancaire de 200 milliards de francs, vous payez une commission d'engagement et vous ne payez l'intérêt que sur le montant décaissé.
Mais lorsque vous faites une souscription à l'épargne, telle que vous savez, lorsque la souscription est close, vous commencez à payer les intérêts immédiatement. Or, vous avez intérêt à ce que lorsque vous avez souscrit les 200 milliards, comme le cas était là, les 200 milliards étaient souscrits, mais les projets, eux, n'étaient pas prêts. Exactement. Ça veut donc dire qu'il y avait un mauvais timing entre, n'est-ce pas, l'appel de fonds qu'on faisait et les projets qui n'étaient pas prêts. Et comme les projets n'étaient pas prêts, on a commencé à dépenser autre chose, sur autre chose. Vous voyez, il y a ici des problèmes qui sont des problèmes de la qualité de la gouvernance et qui n'ont pas toujours à voir avec les montants d'argent. Qui n'ont pas à voir avec le montant d'argent. Vous gouvernez différemment, vous organisez les choses différemment, ça change complètement ce que vous allez faire. N'est-ce pas? Il y a des moments où vous faites des projets, ça devient la charrue avant les bœufs, parce que ça n'a pas été bien planifié. Donc on a beaucoup de problèmes de planification, n'est-ce pas? Il y a des problèmes de vision, des problèmes de planification et ainsi de suite. Et ce que vous avez résumé dans un problème de leadership, en gros. Problème de leadership, avant d'arriver à l'existence du mouvement Agir, il y a une mesure de Joshua Ozee, par exemple, qui a beaucoup fait jaser au Cameroun. Il s'agit de faire passer le SMIC à 160 000 francs CFA. Est-ce que pour vous, c'est réaliste? Disons que comme il n'a pas dit qu'il faisait passer le SMIC d'un seul coup, je peux espérer que sur un mandat, sur 3 ans, sur une période, exactement. S'il peut l'associer, n'est-ce pas, à un taux de croissance, n'est-ce pas, ce serait intéressant de l'associer à un taux de croissance, c'est-à-dire que pour que, en fait, l'augmentation soit le résultat d'une croissance économique. Mais là, il faudrait véritablement travailler sur la croissance économique. Et une des choses que je vais dire aux candidats, c'est quoi? C'est que chacune de nos régions a des potentialités. Et lorsque les potentialités de chacune de nos régions sont identifiées, qu'on les appuie, je ne vois pas beaucoup dans ces mesures le problème d'accès au financement. Ce qui est vraiment quelque chose de critique pour toute personne. Vous savez, il y a des gens dont vous changez la vie ici parce qu'elle a commencé à faire sa petite micro-entreprise avec 500 000 francs. Exactement. N'est-ce pas? 500 000 francs. C'est vrai qu'il y a des propositions de tout le monde. Tous ces candidats d'ailleurs proposent des facilitations, soit en allégeant fiscalement, soit en aidant même au financement. Joshua Ozee, par exemple, puisqu'on parle de lui, promet par exemple la création d'une banque agricole d'un capital de 5 milliards, je crois, de francs CFA par an. Ça fait partie des propositions qui peuvent aider à financer directement les projets. Voilà, ça c'est une proposition qui peut facilement aider à financer le projet. En même temps, il faut des mesures d'accompagnement. Des mesures d'accompagnement. Et veiller à ce que... puisqu'on a des projets ici qui financent. On a le PAGEU, on a d'autres projets qui financent les projets, mais qui sont dans un... Et vous savez ce qui se passe? Dans le bilan n'est pas très révisant, je vais Vous oubliez qu'on a eu un fonds national de développement rural, FONADER, qui est tombé, qu'on a eu un crédit agricole et qui n'avait d'agriculture que le nom. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Donc en fait, il faut veiller à ce que cet argent n'aille pas dans les mains des fonctionnaires. Parce que vous créez un crédit agricole et il se trouve que quand vous allez analyser les gens qui ont bénéficié des crédits de cette organisation, mais ce n'est pas les paysans, ce n'est pas les fermiers. Mais on ne fait pas faire de l'agriculture avec des gens qui sont fonctionnaires. Dans aucun pays du monde, vous verrez que c'est les fonctionnaires qui ont des fermes. Avoir une ferme à Bansoa, avoir une ferme à Bandioun ou à Baham ou à Monatélé, n'est-ce pas, ou à Obala ou à Bertois. Mais vous imaginez un fonctionnaire qui est assis à Yaoundé. Il a une ferme en Bandiok, ou il a une ferme à Bertois, il a une ferme à Bandioun et ainsi de suite. Vous savez, ce qui est présenté pourtant comme une bonne chose, que les gens qui travaillent puissent avoir d'autres activités comme l'agriculture. Ça devrait être une bonne chose, M. Pendey Kouka. Mais attendez, ce que je suis en train de dire, soyons réalistes. Dans aucun pays du monde, vous voyez que quelqu'un est fonctionnaire à Paris, ou il est à New York, et il a une ferme dans l'arrière-pays. Non, la ferme, c'est... Pour les paysans. Non, ce n'est pas une question de paysans. C'est un emploi à temps plein. C'est une activité à temps plein. Il faut être là pour la développer. Il faut être là pour la développer. Vous n'avez jamais vu quelqu'un avoir une espèce de vignoble, n'est-ce pas? Et le patron n'a pas été présent. Et on vous dira bien que ce patron, il est diplômé d'études supérieures, il est diplômé de ceci, il est diplômé de cela. Mais ce qui l'a intéressé, c'est de développer ça. C'est comme ça que aussi, cette question d'éducation, que je ne vois pas beaucoup dans la présentation des candidats, est très importante. Éducation, encore éducation, encore éducation. Mais quel est le contenu de cette éducation? N'est-ce pas que vous donnez aux gens? Il ne faut pas donner une éducation qui devienne handicapante, parce qu'elle ne correspond pas à une réalité. Éduquer les gens à devenir entrepreneurs, c'est-à-dire l'entrepreneurship, c'est très intéressant.
Éduquer à former des ingénieurs, c'est très intéressant. Éduquer à ce que les gens sachent créer les entreprises, c'est très intéressant. Éduquer à techniciens, c'est ce que vous voyez dans tous ces pays qui sont développés en Asie, dans les pays d'Asie, que ce soit le Japon, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine. Vous voyez que l'éducation, les filières techniques, les filières professionnelles ont été vraiment célébrées et ça a changé les gens. Et quand quelqu'un a une ferme, ce n'est pas un rebut de la société. C'est quelqu'un qui a décidé d'avoir la ferme et qui a décidé que, bon, moi, je m'en vais vivre dans la périphérie de la ville où je m'en vais... Et à ce moment, il faudra donc une politique de valorisation de ces travaux-là. Absolument, parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous avons une sorte de dynamisme démographique et d'explosion urbaine qui fait que plus de 50% de la population vit en ville. Alors, vous avez besoin d'être nourri, vous avez besoin d'être logé et vous avez besoin d'avoir des loisirs et un certain nombre de choses comme ça. Parce qu'on est en ville. Mais quels sont ceux qui vont permettre de l'avoir? C'est ceux qui pourront avoir justement ces fermes. Il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait un lien entre les mégalopoles, n'est-ce pas, et les villes secondaires. Et c'est ce lien qui va faire que les populations pourront être fixées, n'est-ce pas, dans le monde rural. Et une fois que les populations seront fixées, ça rendra la vie viable, autant pour les gens qui sont en ville que pour les gens qui sont en campagne. Donc pour vous, et les jeunes, ça va donner de l'espoir qu'au fond, je peux avoir ma petite ferme. Si c'est un garçon, je suis là avec ma copine ou ma femme, n'est-ce pas, on est en campagne et on vit décemment. Il ne faut pas leur donner des propositions en disant il faut aller faire de l'agriculture comme si c'était un pis-aller. Non, ça doit devenir une proposition viable. Et elle peut l'être. Quelqu'un peut vivre d'une ferme avicole. Et moi, j'ai des stratégies qui font en sorte que dans chacune de nos régions, il y a la possibilité de le faire. Regardez par exemple ce que vous avez fait. Il y a ce qu'on appelle des effets de réseau, c'est-à-dire les technopoles. Buea Silicon Mountain. Buea Silicon Mountain, si dans chacune de nos régions, on peut avoir ce genre de choses. Et l'État peut créer une dynamique pour promouvoir ce genre de choses. Et vous savez que ces jeunes gens qui font ces startups-là, ils sont connectés avec l'extérieur. Exactement. Ils exportent leurs services à l'extérieur. Nombreux d'entre eux ont créé des applications qui se vendent très bien, qui se vendent très bien aux États-Unis. Il faut davantage. Alors, mais quand vous les entendez parler, si vous les interviewez, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas d'appui, par exemple, d'appui de financement, ils n'ont pas d'appui. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, imaginez-vous que ce sont des jeunes gens qui ont commencé à faire du codage, mais vraiment seuls, mais comme des orphelins, mais à qui on aurait pu donner des moyens. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez coupé Internet. C'est cette note un peu provocatrice de toutes les façons que nous allons mettre un terme à cette première partie d'interview et on revient pour parler du mouvement Agir. Bon retour sur ce plateau. Monsieur Christian Penda-Ikoka, vous l'avez dit dès le départ, vous avez toujours été un homme assez libre d'esprit. Vous avez toujours dit ce que vous pensez. J'aimerais rappeler que lorsqu'on faisait nos recherches, par exemple, on s'est rendu compte que le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous a fait signe d'ailleurs une première fois, je crois que c'était en 90, 91, 92. Pour adhérer à 92, pour adhérer au parti, vous avez refusé. Vous viendrez plus tard, en 96, je crois. Voilà, donc c'est juste pour dire que vous avez toujours eu cette position-là assez libre. Mais là, maintenant, on se dit, bon, on est en pleine campagne électorale. Pourquoi maintenant le mouvement Agir? Pourquoi maintenant? Parce que c'est le moment. C'est le moment, c'est un moment critique. Pour vous, quels sont les critères sur lesquels vous vous êtes basé pour estimer que ça va, que c'est le moment crucial? Vous voyez, c'est la courbe qu'on est en train de prendre là du point de vue de la croissance. Si nous ne redressons pas ça, ce sera perdu. Mais vous pouviez conseiller le président Paul Biya, puisque les candidats pour un 7e mandat, non, parce que moi, je demande pour lui montrer comment redresser la barre. Non, là, vous avez décidé. Moi, je demande au président, j'explique cette affaire. Si vous voyez, c'est comme une famille. Dans une famille, avec un père qui a vraiment travaillé dur, hein, n'est-ce pas, pour le pays, il y a un clan qui est en train de lui demander de rester. Mais ce clan qui est en train de lui demander de rester, c'est pour son propre intérêt. En fait, ils sont en train de le prendre pour leur agneau sacrificiel, pour leur agneau expiatoire, pour leur bouc émissaire, pour les protéger. Et je ne sais pas de quoi, c'est eux-mêmes qui savent pourquoi ils le font. Mais ils veulent le tuer au labeur. Alors que l'autre camp auquel il appartient, lui dit, vraiment, vous avez fait 50 ans au service public, c'est énorme. Vous méritez de vous reposer. Et d'ailleurs, je dis toujours que quand il sera en Vomeka à ce moment-là, bon, j'irai le voir et je lui dirai comment rédiger les mémoires. Parce que finalement, il risque même un jour de partir. On n'aura pas la chance d'avoir ses mémoires. Et c'est ça le gros héritage qu'on doit avoir de lui, de pouvoir dire quelque chose. Vous, je trouve ce camp que ce sont des assassins.
C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je me bats. Je ne me bats pas contre le président. Je me bats contre ce camp-là. Je veux, je veux qu'il ne se représente pas, qu'il ne gagne même pas, parce que c'est une mesure salutaire pour le pays, n'est-ce pas? Il faut qu'il écrive ses mémoires. Et les gens sont en train de faire en sorte qu'il ne pourra pas écrire ses mémoires. Parce que quand il écrira ses mémoires, vous saurez beaucoup de choses. Comprenez? Donc vous comprenez ma stratégie là? Absolument. Oui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la façon avec laquelle le président de la République du Cameroun fonctionne. Oui. Est-ce que vous, en tant que conseiller, c'est juste un titre fictif ou alors vous avez la possibilité de lui faire des notes, de savoir s'il vous lit, non, ce n'est pas un titre même fictif. s'il n'applique pas? Non, ce n'est pas un titre fictif. Parce que d'abord, quand je suis arrivé au palais il y a 8 ans, bon, je me suis rendu compte que, et c'est là où à ce moment les gens ont commencé à s'étonner, parce que, j'ai dit, ici il y a un vide de stratégie. Il n'y a pas de stratégie, alors que là, ça doit être le cœur de la stratégie du Cameroun. Le cabinet civil, vous le connaissiez que par les aspects protocolaires, les aspects d'intendance, et ainsi de suite. Alors que moi, je me rendais compte que c'est ça le centre d'impulsion. Ça doit être le véhicule qui porte le projet présidentiel, qui projette le projet présidentiel, n'est-ce pas, et qui doit veiller à ce que le projet présidentiel se réalise. Et comme vous aviez beaucoup de gens qui n'étaient pas dans cet état d'esprit, j'ai des jeunes collègues qui pourront vous le dire, à partir de la tête de ce cabinet qui ne se rendaient pas compte que c'était cela, vous pouvez être en porte-à-faux. Quand j'ai commencé à faire mes notes en disant que mon travail, ce n'est pas d'attendre que le chef de l'État me donne des instructions, mais je dois regarder l'environnement, regarder ce qui se passe, n'est-ce pas, et voir ce qui ne va pas. Et j'avais des collègues qui se rendaient compte que, mais voilà un conseiller qui est arrivé, qui a écrit des tas de choses, mais ça ne bouge pas parce que ceux qui étaient là disaient, un jour, il y a un haut responsable qui m'appelle et qui me dit que, quand il voit le rythme auquel je sors les notes, qui me dit, mais vous savez, peut-être je ne vous ai jamais donné le job description. J'ai dit, il était temps. Alors, je regarde le job description, il me dit, le conseiller technique traite du dossier que le chef de l'État lui cote. Je dis, mais depuis que je suis, il ne m'a pas coté le dossier. Je dois attendre, n'est-ce pas? Je dis, non, je ne l'entends pas de cette façon. Ce n'est pas ça pour moi le travail d'un conseiller. Mais est-ce que le président de la République vous donne l'occasion de lui dire? Parce que je dis qu'il lit tout. Bia, c'est en fait, je comprends pourquoi il bavarde. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment qu'on bavarde. C'est le mot du Cameroun. Mais là, vous allez faire le Congo, ça, n'est-ce pas? Mais le président, c'est quelqu'un qui est un studieux. C'est comme ça que je le décris. Parce que j'ai vu les présidents américains, vous aviez Reagan, vous aviez Kennedy, qui aimait les notes, c'est-à-dire qui était structuré intellectuellement il aimait les notes. Le problème des notes, c'est que ça vous oblige vous-même à structurer votre pensée, parce que la note doit être d'une page et demie maximum. Exactement. Et moi, j'aime ça, vous voyez. Et quand j'écris au président, il lit. Il lit. C'est pas qu'il lit pas, il lit. Mais le problème, c'est l'organisation du travail gouvernemental. Il donne des instructions. Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable, parce que je dis toujours que c'est lui l'ultime responsable de son système. Parce que je dis souvent, vous ne vous souvenez pas des ministres de Churchill, mais vous vous souvenez de Churchill. Vous ne vous souvenez pas des ministres de Kennedy, mais vous vous souvenez de Kennedy. Même chose pour De Gaulle. Il porte le bilan. Voilà, il porte le bilan. Voilà. Mais je regarde bien l'organisation du travail. Vous voyez, dans le même pays, vous avez c'est comme deux instances exécutives. Vous avez le Premier ministre, et vous ajoutez toujours une petite à côté du chef du gouvernement. Mais comme si il fallait le dire suffisamment pour que vous sachiez qu'il est chef du gouvernement. D'accord? Et quand le travail se fait à ce niveau du gouvernement, il n'est pas fini. Il y a toujours fort à parier que quand il va arriver au niveau du secrétariat général, ils vont recommencer. Mais au niveau du secrétariat général, ce n'était pas de recommencer un travail, c'était de faire de la veille stratégique. C'est-à-dire de s'assurer, que ce soit au cabinet civil ou au secrétariat général, que le travail qui est fait en bas est en alignement avec l'ambition politique du chef de l'État. Et alors, ça devrait se faire comment? Pour ça que ce n'est pas toujours d'augmenter le nombre de gens. C'est que le président, avant chaque année ou bien avant chaque mandat, les gens s'assoient. Le président dit, moi j'ai promis aux populations que à ma sortie, je vais avoir 100% de taux d'accès à l'électricité. Je veux que, à la sortie de ce mandat, le train dans l'axe nord soit déjà, n'est-ce pas, à Maroua, ainsi de suite. Dans l'axe ouest, à Bafoussam, Bamenda. Dans l'axe sud, arrive jusqu'à Samelima, voire Ouesso, c'est-à-dire à la frontière avec le Congo. Sur un certain nombre de secteurs, par exemple, que vous avez aujourd'hui un taux de médecins
généraliste par habitant qui est de 15 000 à 20 000, vraiment, c'est un taux absolument exécrable. Comment avoir un médecin pour 5 000, ainsi de suite, spécialiste pour 7 000 et tout ça. Vous voyez des indicateurs. Comment ne pas avoir 80 élèves par classe, mais avoir 30 élèves par classe, parce que je dis ça, parce que je vais dire quelque chose par classe, n'est-ce pas? Et là, quand chaque ministre passe avec le chef du gouvernement, vient avec son plan d'action et sa feuille de route. Pour atteindre cet objectif. Au niveau de la présidence. On s'assoit, on travaille. On se dit, OK, on est d'accord. Ou bien on doit changer. Non, vous dites que c'est... Non, mettez 85%. À quoi on s'assoit? Et le ministre, là, le premier ministre signe. Et l'autre côté, on signe. Et vous avez un plan d'action, une feuille de route. Publié dans la transparence la plus totale. Vous allez voir des gens qui vont démissionner demain. On a publié les feuilles de route. Il y a des gens qui... Non, on n'a pas publié. Non, on n'a pas publié. Non, il avait dit qu'il attendait les feuilles de route de ses ministres. Oui, mais donc on n'a pas publié, parce que vous n'en avez pas vu. Le ministre était censé le lui remettre. Oui, mais vous n'en avez pas vu. Mais il y a quand même même des actions. Vous avez vu il donne les instructions dans ses discours. Il dit qu'il va faire ceci, il va faire ça. Mais en même temps, ce n'est pas à lui de le faire. Vous le dites, il faut l'implémenter à travers les ministres. Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire. C'est l'organisation du travail qui est mal faite. Et après, il faut avoir le contrôle du travail. Mais si ceux qui sont censés contrôler se mettent à penser que c'est eux qui doivent faire le travail, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris comment il fallait organiser le travail. Mais monsieur, si de l'intérieur, vous n'avez pas pu impacter, parce que votre sortie aujourd'hui, votre cri, c'est comme un ras-le-bol. Si vous n'arrivez pas à impacter, vous estimez que vous n'arrivez pas à faire bouger les lignes autant que vous le voudrez, on a envie de dire, comment on va faire à travers le mouvement Agir, par exemple? Je dis d'abord, le président doit se reposer, c'est ce que je suis en train de dire. Donc pour vous, il n'y a pas une solution. Le nouveau candidat, Paul Biya doit se retirer. Mais enfin, on dirait, je ne suis pas en train de parler mandarin là. Je vais aussi que mes téléspectateurs et moi-même, on a très bien compris. J'estime qu'il a suffisamment travaillé, n'est-ce pas, et qu'il mérite de se reposer. Par contre, le nouveau candidat, il y aura une réorganisation du travail gouvernemental tel que je suis en train de le dire. Il y aura plus ces deux niveaux de travail qui sont en fait des niveaux, les gens sont en train de se marcher sur les pieds. Mais vous n'êtes pas en train de présenter le mouvement Agir comme un parti politique pour autant. C'est un mouvement social, ce n'est pas dans la description que nous avons lue. Est-ce que là on est en train de parler d'Agir? Parce que je suis en train de vous dire que je vais soutenir un candidat à un moment donné. Je l'ai même dit qu'à un moment donné, je vais soutenir un candidat et à ce candidat, mais vous le ferez à travers le mouvement que vous venez de lancer qui s'appelle Agir Act en anglais. Oui, absolument, éventuellement. Qu'est-ce que vous visez à travers ce mouvement, M. Penel? À travers ce mouvement, ce que je vise d'abord, c'est le changement de l'état d'esprit des gens. Parce que vous voyez, et vous avez dû le voir, madame, comme nous, il y a un terme là, dès que ça dépasse, on dit bien boya. On va faire comment? C'est-à-dire que nous vivons dans le défaitisme, dans le fatalisme, le ciel nous tombe sur la tête, nous subissons la vie, nous subissons l'avenir, nous subissons le cours des choses. On ne fait jamais comme si on pouvait changer le cours des choses. C'est un état d'esprit qui s'est installé. Vous appelez les Camerounais à se réveiller et à changer, à prendre leur destin en main. C'est comme ça que ça se fait, pas à subir la vie. Et c'est ça qui fait en fait la prolifération des églises réveillées, parce que vous envoyez votre destin à une tierce partie, n'est-ce pas? Et qui d'ailleurs, plus vous priez, plus nous avons des problèmes. Vous comprenez? Parce que jamais vous vous dites que nous pouvons prendre notre destin en main et le changer. Il y a des gens qui me parlent des APE, c'est-à-dire des accords de partenariat économique. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les Européens, eux, ont fait leur accord, ils ont conçu leur projet d'accord de partenariat économique, je n'ai pas à leur reprocher, c'est eux qui l'ont fait, c'est normal. Bon, ils sont venus nous le vendre. Mais vous avez conçu quel projet? Vous avez conçu un projet de partenariat économique avec le Nigeria. Vous avez conçu un projet d'approfondissement de la région, de rendre la région viable. Une région dans laquelle le Cameroun se situe, la région d'Afrique centrale, dans laquelle le Cameroun a une position privilégiée. Parce que le Cameroun est à la fois voisin du Nigeria, donc quelque part avec la CEDEAO, et ensuite dans la CEAC. Et là, vous êtes dans un bassin de pratiquement 350 millions d'habitants, c'est 350 millions de consommateurs inexploités. Mais si vous avez la volonté de changer, si vous avez la volonté de faire de la ville de Douala la conurbation portuaire qui va, par exemple, de Limbe jusqu'à Kribi en passant par Tico, n'est-ce pas, de faire une place qui devienne le siège social des multinationales qui viendraient dans la sous-région, de rendre ça beau, de rendre ça attractif, de faire en sorte qu'une fois qu'on arrive à Douala, à l'aéroport, on peut joindre n'importe quel coin, n'est-ce pas, de l'Afrique et ainsi de suite. C'est cette vision. Il faut que le leadership, c'est pour ça que j'en parle, que le leadership ait une vision. Et quand il a cette vision, n'est-ce pas, il met la volonté à transformer, n'est-ce pas, à matérialiser sa vision. Et en matérialisant cette vision, le nombre de fois, le commerce que vous ratez, les opportunités que vous ratez avec le Nigeria, 200 millions d'habitants.
n'est-ce pas? Vous pouvez tout leur vendre. Si vous facilitez, déjà vous rassurer qu'il y a beaucoup de candidats qui sont conscients comment on dit ça? Je peux déjà vous rassurer qu'il y a plusieurs candidats qui sont tout à fait conscients de la nécessité aujourd'hui de développer les relations avec le Nigeria. Alors, on a Akere Mouna, on a Joshua Ozi, vous comprenez que maintenant la matérialisation de ça, c'est pas comme disent les Anglais, it's not lip service. Quand vous le dites, ça ne suffit pas. Ça veut dire simplement qu'il faut approfondir l'intégration régionale. Et vous avez des choses comme les mécanismes de compensation. Vous l'avez proposé, M. Pendekoka, parce que de nombreux acteurs économiques au Cameroun, même lors des discours rassemblant des chefs d'État de la sous-région ou avec l'Afrique de l'Ouest, ont estimé qu'il était presque utopique de penser qu'on allait faire des échanges avec l'Europe en laissant le Nigeria à côté. Tout le monde le sait depuis des années, mais personne n'a jamais matérialisé cela. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Parce qu'aujourd'hui, vous devriez être à même, à travers une chambre de compensation, voilà un instrument qui est simple. Que quand vous importez du Nigeria, ce que vous devez faire, c'est de signer un chèque, n'est-ce pas, à l'exportateur nigérian. Vous lui signez un chèque en CFA, il prend le chèque, il dépose ça à sa banque, et à sa banque, là-bas, il y aura une chambre de compensation. Comme vous le faites avec quelqu'un d'autre ici, il y aura une chambre de compensation. Ça fait partie des mesures que l'on peut. Oui, parce que c'est une mesure qui va faciliter. Vous avez dit tout à l'heure que si vous mettez là-dedans les TIC, ça va encore être beaucoup plus facile. C'est un secteur encore complètement inexploré, même si pour le moment on entend parler de n'empêche que ce que vous avez réussi à faire, c'est que les opérateurs de téléphonie mobile sont devenus des opérateurs financiers sans qu'il y ait une législation qui les accompagne. Et qu'est-ce que ça a eu comme résultat? C'est que les PME et les PMU qui faisaient dans ce secteur de transfert d'argent, n'est-ce pas, ont été affectés par ça, ils sont en train de mourir. Et simplement parce que vous qui étiez censé être le leadership doit être la vision, créer des législations, protéger, prévenir, parce que c'est ça le sens d'un leadership. C'est de prévenir, c'est d'être proactif, c'est d'anticiper, tout le temps anticiper, c'est de voir où le monde est en train d'aller et de saisir les opportunités. Aujourd'hui, avec Paul Biya, ne peut pas voir le monde dans sa globalité. Il est trop isolé. Vous avez dit que vous allez soutenir un candidat à cette élection. J'estime que le monde va très vite et le Cameroun va trop lentement. Donc Paul Biya n'est plus à la hauteur. Il doit se reposer. Et vous allez soutenir qui exactement? Non, ça je vais vous le dire. Disons, posons la question autrement. Quel est le programme pour le moment qui vous séduit le plus? Tous. Vous trouvez qu'il y a des bons partout? Il y a du bon partout. Il y a du bon partout, il y a des points faibles, il y a des points intéressants, mais ce n'est pas encore complet. Donc, le candidat à qui je vais apporter ça, je vous dis un certain nombre de choses que je vais apporter au candidat. Vous trouvez normal que on est assis sur un fauteuil là. Je ne sais pas, il a été fabriqué ici. On n'est pas sûr. Bon, voilà, on n'est pas sûr. Mais par contre, vous exportez le bois brut, et qui devient totalement travaillé et beaucoup plus cher. Or, 1 mètre cube de meubles vaut 8 à 10 fois 1 mètre cube de bois en grume. Vous comprenez? C'est pour une de valeur ajoutée. Et voilà. Et c'est le point de transformation. Et comment faire l'industrialisation? Parce que si vous dites aujourd'hui à votre fille ou bien à les filles qui auraient peut-être 25 ans, 30 ans, qu'on a fait du fer à béton au Cameroun, elles ne vont pas vous croire. Qu'on a fait les souliers au Cameroun, ils ne vont pas vous croire. Vous imaginez quoi? Pourtant, ça a existé. Donc vous vivez un processus de désindustrialisation, n'est-ce pas, qui est en train de se passer. Le temps qui nous est imparti tire malheureusement à sa fin, mais à défaut de nous donner le nom du candidat que vous allez soutenir, vous voulez connaître quels vont être les critères qui vont faire pencher la balance pour vous? Quels sont les éléments qui vont faire pencher la balance? La qualité. Sa qualité. La qualité du programme? Non, la qualité du candidat, son niveau d'engagement, sa détermination à vouloir changer les choses. Quels sont les points essentiels pour vous? Parce que je les ai reçus plus ou moins. Je me suis entretenu 1 ou 2 fois, certains 3 fois, d'autres 2 fois. Je me suis entretenu avec eux, je vois à peu près, je connais la nature de l'engagement, je vois les expériences des uns et des autres, et je sais que... Vous savez, pour ceux qui vous considèrent comme personnalité éclairée, on s'est dit, si M. Penda cherche telle chose, telle autre chose, moi aussi je vais rechercher ça. Quand vous rêvez un candidat devant vous, un potentiel président de la République, qu'est-ce qui vous marque en premier? Qu'est-ce que vous voulez voir en lui? Je veux voir en lui son niveau d'engagement. Je vois en lui son niveau d'engagement, qu'il croit vraiment à ce qu'il dit, parce que qu'il a cette passion de vouloir transformer le Cameroun. Ça suffira, la passion? Mais justement, on va lui apporter les moyens. Where there is a will, there is a way. C'est-à-dire que quand vous avez la volonté, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On dirait que chez nous, vous n'avez pas... Oui, je ne vois pas dans le leadership la volonté de transformer le Cameroun. Parce que si vous avez la volonté de transformer le Cameroun, vous allez chercher les gens qui peuvent vous aider à transformer. Or, cette volonté,
vous avez la volonté, ça demande un niveau d'engagement, n'est-ce pas, qui soit tel que je veux que le Cameroun soit transformé. Et il y a 1001 projets qu'on a en tête et on va le faire. Et assez rapidement, vous commencez à voir les effets, n'est-ce pas, l'impact de cela. Moi, j'ai vu à un moment donné, vous avez annoncé un plan d'urgence. Un plan d'urgence, mais 4 ans. Et un plan d'urgence, mais 4 ans, il n'est plus urgent. Comprenez ce que je veux dire. Et dans votre plan d'urgence, vous voyez des barrages là-dedans. J'ai commencé, d'abord, j'ai dit au président que mais comment est-ce qu'un plan d'urgence peut avoir des barrages? Ça n'a pas de sens. Vous avez un budget pluriannuel, n'est-ce pas, sur une durée, 5 à 7 ans. Un plan d'urgence, quelque chose dans les brefs délais. Et alors, si vous me demandiez, moi, qu'est-ce que j'aurais mis dans les plans d'urgence? J'aurais mis là-dedans que nous avons 517 établissements de microcrédit. Je mets des lignes de crédit là-dedans et je dis si on peut donner de l'argent, 300 000 francs, 500 000 francs aux gens, dès qu'ils ont ça, ils ont un effet immédiat parce que c'est ça qu'ils veulent. Celui qui a obtenu le meilleur score à ce moment, après avoir confronté notre choix et le choix des tiers, c'est Maurice Kamto. Et sur cette base, nous avons décidé de lui apporter tout notre soutien. Avant de se séparer, aujourd'hui, votre position est claire en ce qui concerne le régime en place. Vous voulez soutenir quelqu'un d'autre qui est capable d'impulser une vision pour le Cameroun. Mais si je suis le président de la République et que mon conseiller est déjà dans les médias, je vais sursauter. Est-ce que vous êtes toujours conseiller du président de la République? Est-ce que vous avez démissionné, M. Penda Ekoka? Mais non, mais pourquoi démissionner? C'est un décret qui m'a nommé, c'est un décret qui me démissionne. Pourquoi moi je... Mais j'ai toujours fait ça. Hein. On se sera attendu de manière logique que si vous prenez cette posture, vous démissionnez, vous déposez vos démissions en disant au président de la République, je ne suis plus d'accord avec ce que vous faites. Je ne pense plus que vous êtes capable de diriger le Cameroun. Pourquoi vous ne dites pas que votre conseiller a dit ceci, démissionnez-le? Il peut aussi le faire, ce n'est pas unilatéral. C'est moi qui vous remercie. Merci M. Penda Ekoka d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci à notre invité, M. Christian Penda Ekoka. À présent, on va continuer avec la suite de ce programme, notamment Écho des campagnes. La campagne officielle en vue de l'élection du 7 octobre prochain a été lancée le samedi 22 septembre dernier. Mais avant cela, les candidats avaient déjà commencé à sillonner les coins et recoins du pays pour essayer de convaincre le maximum d'électeurs qui pourront voter en leur faveur le moment venu. Dans cette mouvance, la presse n'est pas restée les bras croisés. Eh bien, comment est-ce que les médias nationaux s'organisent pour faire vivre la présidentielle aux Camerounais? Armel Tamba, Nancy Até, Joël Bizanga et Éric Bertrand Haïssi ont fait le tour de quelques médias locaux, surtout dans les grandes villes que sont Douala et Yaoundé. Leur reportage. Du côté de Douala, justement, Annie, à STV, une chaîne de télévision locale à capitaux privés, Destination Etoudi 2018, l'émission consacrée à la présidentielle au Cameroun est sur les ondes depuis le 3 septembre dernier. Pour cette deuxième édition à laquelle nous assistons à la production, le candidat du mouvement Naon, Aker Mouna, est face à un acteur politique et un économiste. Durant 55 minutes, il a donc le devoir de convaincre ceux-ci s'il espère séduire les téléspectateurs qui le regardent à travers le petit écran. Commencer à centrer les regards sur les candidats, sur leurs offres, projets et programmes politiques, pour que les décideurs, qui sont les électeurs, le moment venu, aient le maximum de connaissances pour choisir en toute leur âme et conscience. Et on a donc pensé que pour cela, il fallait essentiellement, au-delà des débats quotidiens que l'on a, il fallait essentiellement se concentrer sur un programme type. Et il n'y avait pas mieux comme acteur que les candidats eux-mêmes pour venir se vendre, pour venir s'exposer, pour venir dire exactement pourquoi ils sollicitent les voix des citoyens. La chaîne de télévision Equinox a choisi la tranche horaire 21h-23h pour son plateau spécial La Vérité en face. Émission bilingue, nouvellement intégrée dans la grille des programmes en fonction de l'actualité, ce rendez-vous donne la parole à tous les acteurs sociaux, économiques, politiques et surtout aux candidats en course pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. Face à 3 journalistes de la chaîne, l'invité jure de dire la vérité, rien que la vérité et surtout la vérité. Les radios ne sont pas en reste. À Radio Equinox, c'est le même son de cloche. Pas de programme spécial certes, mais à travers le talk show matinal Bonjour chez vous, la radio a fait sa mue. Et à travers la rubrique On refait le Cameroun, donne la parole aux candidats. Là-bas, on dit attendre le 22 septembre, veille du lancement de la campagne électorale officielle, pour présenter les plages spéciales consacrées à la présidentielle.
Du côté de la radio Balafon, l'émission matinale très écoutée Sacré Matin a fait quelques réajustements. Alors aujourd'hui, les gens veulent savoir ce que préparent les candidats, qui vaut quoi, qui propose quoi, qui est qui. Et tout à fait normal que notre émission, qui n'est pas figée, puisse justement revêtir la couleur de la campagne présidentielle ou de l'élection présidentielle. Donc nous recevons les candidats ou éventuellement leurs représentants légaux qui parlent en lieu et place de ces candidats. Quand il s'agit des représentants légaux, nous posons toutes les questions que peuvent se poser les Camerounais. Nous donnons le maximum d'informations sur les activités de ces candidats à l'élection présidentielle. À en croire Cyril Bojico, le patron de la radio et l'un des présentateurs vedettes de l'émission, son équipe et lui vont produire un plateau spécial le jour de l'élection. Après le vote, les programmes de la radio vont suivre leur cours normalement jusqu'à la proclamation des résultats. C'est ici que l'émission va se parer aux atouts du nouveau président. En ce qui concerne la capitale camerounaise Yaoundé, l'équipe d'écho de campagne a recensé pour vous 3 des 6 types de médias présents sur le territoire national. Il s'agit de Canal 2 International pour la télévision, Radio Tchéméni Siantou pour les ondes de RCN et le quotidien Mutation pour la presse écrite. Canal 2 International a mis sur pied Face aux électeurs, le programme spécial dédié à la présidentielle à venir, afin de faire connaître aux potentiels électeurs qui sont les 9 candidats en lice, ce qu'ils proposent et quelle est leur vision du Cameroun. Face aux électeurs, c'est une émission qui a pour ambition de recevoir tous les candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain, chacun à son tour. Et pendant 2 heures, l'objectif est de donner la parole à chacun de ces candidats à la présidentielle pour présenter aux Camerounais quel est son programme, quelle est sa vision du Cameroun et nous dit même qui il est. La présidentielle 2018 est aussi un événement exceptionnel pour les responsables de la radio Tchéméni Siantou ainsi que pour son équipe rédactionnelle. Après la publication de la liste des candidats désireux de gagner une place à Itoudi, la RTS a aménagé 2 tranches spéciales, à savoir le jeudi des élections et la minute de la présidentielle. Au niveau des programmes de la radio Tchéméni Siantou, nous avons aménagé des espaces pour pouvoir permettre aux auditeurs et surtout aux différents candidats et leurs partis politiques de faire une espèce de propagande. Voilà donc présenté la mobilisation de la presse audiovisuelle autour de la présidentielle du 7 octobre. À côté de cela, la presse écrite s'organise également pour faire vivre à ses différents lecteurs la pulsation créée par l'élection présidentielle. C'est le cas du quotidien Mutation qui a tout simplement choisi de perpétrer une vieille tradition de la structure qui veut que le journal accorde une place importante à la période électorale après chaque septennat. Mutation, avant la convocation du corps électoral, a commencé à mettre ses lecteurs dans le bain avec des pages spéciales. Et le titre de cette page spéciale, c'est Sur la route de la présidentielle. Nous la produisons en 1, 2, voire 3 pages en fonction de l'actualité. C'est ici que prend fin ce nouveau numéro d'écho de campagne. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une toute autre édition. Merci à l'équipe de Écho des campagnes. C'est ici que s'achève cette édition de Etoudi 2018. Restez en contact avec nous. Vous savez que vous avez la possibilité de participer à cette émission. S'il y a des points d'ombre en rapport avec cette présidentielle que vous ne comprenez pas, si vous avez des questions sur des pans des programmes de candidats, il vous suffit pour cela de nous écrire en utilisant le hashtag Etoudi 2018 Vox Africa. Vous pouvez aussi choisir de nous écrire par email, tout simplement à l'adresse etoudi2018@voxafrica.com. Il vous est même donné la possibilité de nous envoyer vos questions en vidéo de 30 secondes maximum ou par message via le numéro WhatsApp qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour une autre édition de Etoudi 2018. On était très heureux d'être en votre compagnie. Restons connectés sur Vox Africa et surtout, regardez toutes ces émissions sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée.